Quand on travaille sur l'intelligence artificielle et on pense être en train de faire la technologie, on se retrouve à se poser des questions sur nous-mêmes pour faire fonctionner la technologie. Plein de sujets. Un exemple, quand on a voulu fabriquer des voitures autonomes, on s'est aperçu que conduire était une activité beaucoup plus mystérieuse qu'on ne croyait. On s'est aperçu par exemple que l'insertion sur une bretelle d'autoroute était une tâche extraordinairement complexe dans laquelle il y a tout un jeu de, comment on va dire, de négociation qui se fait entre celui qui s'insère et les autres sans qu'on en ait conscience, qui est très difficile à modéliser et qui pour l'instant tient en échec les meilleurs algorithmiciens, parce que ce n'est pas juste, je vais aller là-dessus en visant la place qui est au milieu. Et dans bien des sujets, quand on se dit on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire telle tâche qui va nous décharger une autre tâche, avant tout il faut se demander ce qu'on fait nous, et finalement c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc, tout en enseignant à l'algorithme à faire comme il doit faire, on en apprend des choses sur nous-mêmes. À dire la vérité, c'était le plan originel des pères fondateurs. Des gens comme Alan Turing, qui ne prononçaient pas encore le mot d'intelligence artificielle, ce qui les intéressait dans le développement algorithmique, c'était l'idée d'en savoir plus sur le fonctionnement de notre pensée. Avec cette idée que, pareil, si on veut vraiment comprendre un mécanisme, il faut être capable de le refaire. Pour vraiment comprendre une horloge, il faut fabriquer l'horloge, et ainsi de suite. Et quelques années après la mort de Turing, quand certains de ses disciples de cœur ont mis en place les mots intelligence artificielle, c'est vraiment ça qu'ils avaient en tête. On va reproduire l'intelligence humaine et puis ça va nous permettre de vraiment comprendre comment ça fonctionne et de la disséquer. Après, le plan a changé parce que l'intelligence humaine, ça s'avérait, l'intelligence tout court, ça s'avérait beaucoup plus complexe que ce que les gens imaginaient. Et on s'est déplacé d'un objectif de reproduction, reproduire l'intelligence, donc de l'intelligence artificielle, vers un objectif d'efficacité, dire qu'on va faire une tâche que les humains exécutaient et la faire de façon sophistiquée, personnalisée, subtile, évolutive et avec un mode d'apprentissage. Toutes les qualités qu'on prête à l'humain en disant ah, l'humain il est capable de personnaliser les choses là où l'automatique applique le même traitement à tout le monde, l'humain est capable d'apprendre de ses erreurs alors que l'automatique reste à faire toujours la même chose, l'humain est capable de prendre en compte beaucoup de paramètres là où la machine n'en prend pas beaucoup. Et toutes ces affirmations, on s'est rendu compte au fur et à mesure que l'algorithme savait aussi le faire, sans être pour autant intelligent, au sens où nous on l'entend. Aucune conscience, aucun plan, aucun ressort malin, mais simplement l'algorithme qui était plus malin, plus souple, reposant sur différents ressorts. Et ça ne date pas que de l'intelligence artificielle, ça date, il y a déjà, enfin, au sens où on l'entend maintenant. Par exemple, par rapport à ce que je disais, dans un domaine qui est régulièrement très durement affecté par les évolutions technologiques dès qu'elles arrivent, à savoir la finance en compétition mondiale, le trading à haute fréquence, comme on dit, est apparu il y a longtemps. À l'initiative de l'affaire, il y avait un immigré hongrois débarqué aux États-Unis sans parler anglais et qui a vite compris qu'il y avait quelque chose à faire sur ces activités à haut risque dans lesquelles ça se faisait de façon très artisanale et qui s'est lancé dans la tâche de mettre ça en ordinateur. Et quand les premiers machins sont arrivés, ça a fait rigoler les traders. C'est quoi ce machin bouffon avec des lumières qui s'allument de différentes couleurs? Et puis après, ils ont tous répété en chœur, jamais aucun ordinateur ne sera capable de prendre des décisions avec le degré de rapidité, de finesse, de prise en compte des différents paramètres que nous pouvons faire. Maintenant, ça fait hurler de rire tout le monde rétrospectivement. C'est plutôt le contraire. Aucun humain n'est capable de prendre des décisions à la vitesse et avec le nombre de paramètres que font les algorithmes. Et on a vu que finalement, ces différentes qualités qu'on aurait prêtées à l'intelligence humaine, on peut les reproduire avec de l'informatique. Les algorithmes qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé, qui font que les grandes vedettes comme Yann Lequin, la fierté française en la matière,
se retrouvent sur les couvertures des magazines pour deviner ce que sera le monde de demain et tout ça. Ils utilisent des méthodes développées dans les années 80 et qui, dans leur fondement théorique, n'ont guère changé. Dans leur performance, pourtant, ont subi une accélération complètement imprévue ces dernières années. Partie du fait de la généralisation des données de masse, dans un contexte où on a fait plus confiance aux données, aux apprentissages statistiques pour perfectionner les algorithmes, en partie dû à l'amélioration des performances du matériel en termes de capacité de mémoire, de rapidité de calcul, en partie dû à on ne sait pas quoi. Et c'est une grande pierre actuellement dans le jardin des théoriciens de l'informatique que d'arriver à expliquer l'efficacité déraisonnable de ces algorithmes et de comprendre sur quels problèmes c'est efficace et sur quels autres ça l'est moins. Un frein majeur aujourd'hui au développement de solutions d'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation, à n'en pas douter, c'est la défiance qui existe entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, et le monde de la tech innovante. Et du côté du monde de l'éducation, on voit les entrepreneurs comme juste intéressés par la perspective de devenir un jour milliardaire, de faire du profit sur le dos, si j'ose dire, des petits gamins. Du côté de l'entreprise, on voit le monde de l'éducation comme un monde qui est figé, incapable de se remettre en question, dans lequel une salle de classe ressemble encore à ce qu'elle était il y a un siècle, à quelques petites exceptions près. L'une et l'autre sont des caricatures, bien sûr, mais c'est pas loin de la vision qu'on peut voir actuellement, et je l'ai vu de première main dans certaines des auditions de la mission sur l'enseignement mathématique pour le ministre de l'Éducation nationale. Ça m'a frappé il y a un an et quelques, quand j'étais à la conférence TED à Vancouver, habituellement grand rendez-vous technophile, joyeux, vision de progrès. Ça m'a frappé de voir comme il avait été envahi par une bonne part de technoscepticisme, avec des orateurs qui disaient « Faites attention, la technologie vous mange si vous ne prêtez pas garde, gardez du temps pour vous », avec des exemples. On voit que, par exemple, tout ce qui devait nous faire gagner du temps, en pratique, a contribué à être réutilisé pour des volumes d'action bien plus importants, effet rebond comme on dit. Les courriers électroniques devaient comprimer le temps qu'on passait en communication, mais en pratique on passe beaucoup plus de temps maintenant à gérer nos courriers électroniques qu'avant on en passait sur nos lettres manuscrites. Et c'est pareil pour bien des choses. On arrive aux situations où des acteurs comme Netflix, Facebook et autres se demandent ouvertement comment capter le maximum de temps de cerveau disponible qui à la fin fait partie du modèle économique, et donc pas à nous faire gagner du temps, mais à venir raboter au maximum le temps que nous avons libre pour nous. Et dans cette conférence TED, c'était très visible ce message général, la technologie en elle-même ne nous rendra pas heureux, ne nous sauvera pas. Comme on dit, il faut alors se demander ce qu'on veut, quelles sont les tâches qu'on souhaite accomplir et comment faire le partage entre la technologie et l'humain. Pour ça, observation, travail de terrain, imbrication forte des sciences humaines et sociales avec les sciences dures. C'est une règle qu'on a suivie aussi dans le cadre du rapport sur l'intelligence artificielle. L'équipe qui m'accompagnait, c'était en gros moitié de sciences dures, moitié de sciences humaines. Et travailler énormément sur l'interaction, l'ergonomie, quand est-ce qu'on juge l'expérience satisfaisante, quand est-ce qu'on juge qu'on a perdu quelque chose. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut des formations à l'intelligence artificielle dans tous les domaines, et qui ne soient pas que pour les informaticiens, mais aussi pour toutes les autres spécialités, y compris des métiers peu ou moyennement qualifiés. Mais comment le faire en pratique? Pas facile. L'une des formations qui ont le plus de succès en la matière, c'est la formation mixte droit plus intelligence artificielle qui a été développée conjointement entre MIT et Harvard. Ça fait partie des nombreux acteurs étrangers qui ont été interviewés dans le cadre de la mission. Et ce qui était frappant, c'est leur principe en disant on veut mettre
très peu de conditions au départ, si ce n'est qu'on va mettre ensemble les experts de droit et les experts d'informatique, ensemble physiquement. Ils vont, dans le cadre de la formation, ils vont être dans la même salle, avec les mêmes discours, et ils vont ensemble travailler sur des projets. Il y aura un certain nombre de projets, et sur un temps long, et au bout d'une année, ils auront chaque groupe aura programmé quelque chose qui répondra à un problème. Et c'est dans ce processus-là qu'ils apprendront à faire le partage l'un l'autre, et comment l'expertise humaine vient rencontrer l'expertise algorithmique. Et ça fait partie des principes, certainement, qu'on va avoir à répliquer dans les formations ici et là.